Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 19 avril 2022. Donc après une courte interruption pour les vacances de Pâques, on reprend les Good Morning Market et on va faire le point. Le point sur ce qui s'est passé très brièvement. Comme vous le savez, il y a la saison des résultats à Wall Street qui a débuté, saison des résultats pour le premier trimestre 2022. Et donc ça a débuté la semaine dernière et on s'est focalisé bien entendu comme d'habitude lors du début de la saison des résultats sur les banques et les institutions financières. Et donc cette semaine, on se verra proposer un flux de résultats un peu plus diversifié, hein. On sort de la sphère bancaire. Cette fois-ci, ce sont les valeurs technologiques américaines de taille qui devront publier leurs résultats. On attend notamment Netflix et IBM mardi et on attend avec impatience également Tesla mercredi. Donc une saison des résultats qui a commencé à Wall Street, une saison des résultats qui s'intensifiera cette semaine avec les résultats des entreprises technologiques. Mais ce n'est pas le seul rendez-vous de cette semaine parce qu'on prendra également connaissance des indices PMI Flash pour le mois d'avril. Et donc ce sera des publications très attendues et qui auront un impact sur les actions européennes. On prendra connaissance donc des PMI flash en provenance de France et d'Allemagne. Il me semble que ce sera vendredi, donc ce sera comme d'habitude 9h15 pour la France et 9h30 pour l'Allemagne. Nous allons le vérifier ensemble. Est-ce que c'est bien vendredi? Oui, c'est bien vendredi, donc 9h15 pour la France et 9h30 pour l'Allemagne. Donc d'un point de vue des données, hein, c'est ce qui sera attendu cette semaine et à Wall Street, ce qui sera le plus suivi. Donc ce sera la publication des résultats d'entreprise, des valeurs technologiques. Et donc sur les marchés de manière générale, hein, les échanges ont été modérés étant donné les vacances de Pâques. On notera sur le marché d'échange l'euro-dollar qui continue de se replier, l'euro-dollar qui est passé sous les 1,08. Ça ne semble pas affecter l'or, pas tant que ça en tout cas. L'or qui a tenté de franchir les 1990, qui allait chercher les 1998 dollars l'once du bout d'une mèche supérieure, nous allons le voir lorsque nous allons passer en revue les graphiques des différentes matières premières. Et donc, on notera qu'hier, le marché des matières premières a été tout de même assez volatile, bien que sur les métaux industriels, il n'y a pas eu de négociation, vu la fermeture du marché de Londres. Mais donc, un marché des matières premières qui devrait faire face à des turbulences encore aujourd'hui. Mais ce qu'on a retenu surtout concernant les matières premières, c'est le marché pétrolier, qui a été particulièrement instable, hein. Vous voyez ici le pétrole, on est allé chercher un sommet intermédiaire avant de se replier. Donc un marché pétrolier instable, un marché pétrolier qui fait face à de nombreux catalyseurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris connaissance de données plutôt mitigées concernant la demande des deux plus grandes économies émergentes d'Asie, la Chine et l'Inde. Les données en provenance de Chine, qui sont fournies par les douanes locales, par les douanes chinoises, c'est important de le préciser, ont grandement contribué à cette instabilité. Il faut savoir que les importations de pétrole brut de la Chine ont chuté de 14% en glissement annuel en mars, hein. Donc une chute qui les renvoie à 42,77 millions concernant les en glissement annuel. Et donc les importations de kérosène ont diminué de près d'un quart, hein, donc de 26,7% en glissement annuel en mars. Et les importations de GNL, de gaz naturel liquéfié, ont diminué de 17% en glissement annuel en mars. Et les données en provenance d'Inde ne sont pas plus optimistes que cela, hein, étant donné qu'au cours de la première moitié du mois d'avril, la consommation d'essence a chuté d'environ 10% par rapport à la première moitié du mois de mars. Donc on a des réelles craintes concernant la demande en provenance de ces pays-là, donc en provenance de Chine et d'Inde. On notera également qu'il y a une confusion qui règne du côté de l'offre sur le marché pétrolier, étant donné que le plus grand champ pétrolifère de Libye est à l'arrêt, et on notera que l'un des terminaux d'exportation du pays a également été fermé. Donc c'est une situation, hein, qui s'explique par les troubles que l'on constate actuellement dans le pays, et également à la volatilité actuelle des prix. Donc voilà pour le marché pétrolier, un marché pétrolier qui fait face à de nombreux catalyseurs. Il y a des craintes concernant la demande, mais il y a des craintes également concernant l'offre. On l'a dit avec la Libye, mais on a peur aussi
d'un autre côté, de voir des nouvelles sanctions hein, concernant le pétrole. Et ça, c'est un des catalyseurs haussiers, hein, des sanctions qui pourraient être annoncées par l'Union européenne très prochainement, nouvelles sanctions concernant le pétrole, nouvelles sanctions également concernant le gaz naturel russe. Donc, un marché pétrolier qui est actuellement qui fait face à des turbulences, et ce sont des turbulences qui pourraient se poursuivre, notamment s'il y avait donc de nouvelles sanctions qui étaient annoncées. Et on notera qu'il y a eu une intensification des bombardements russes sur des villes telles que Kharkiv, Mariupol ou même Lviv, ce qui crée encore des incertitudes. Et donc, ces sanctions semblent de plus en plus pricées par les opérateurs. Je vous le rappelle, sanctions de l'Union européenne qui pourraient imposer des réglementations sur les prix et les exportations de pétrole russe dans le cadre d'une nouvelle série de sanctions hein, qui pourrait être annoncée très prochainement. Et pareil pour le gaz naturel, un gaz naturel qui est allé chercher des récents sommets, on va le voir, une hausse qui s'est poursuivie. Concernant le marché des crypto-monnaies, on a assisté à un net repli des prix du Bitcoin et de l'Ethereum. Le Bitcoin qui a perdu jusqu'à 4% à un moment, l'Ethereum jusqu'à 6%. Alors visiblement, il y a des rumeurs, hein, cela serait dû à une liquidation massive de positions longues, donc de positions à l'achat sur ces deux crypto-monnaies, donc des liquidations de 110 millions de dollars au cours de la session asiatique. On l'a dit, on l'a abordé très brièvement, les replis sur les crypto-monnaies se matérialisent notamment lors de la session asiatique. Donc ce sont les Asiatiques qui semblent exercer une pression vendeuse sur les crypto-monnaies. Cette liquidation de 110 millions de dollars au cours de la session asiatique semble le confirmer, étant donné que la grande majorité étaient des positions à l'achat qui ont été liquidées à hauteur de 107 millions de dollars à l'achat. Hein, donc seuls 3 millions de dollars de positions à la vente ont été liquidés car il y a eu un total de 110 millions de dollars de liquidation lors de cette session asiatique. Et donc, on notera que cela a entraîné des baisses sur d'autres crypto-monnaies comme Cardano, Solana, Dogecoin ou Kusama qui a perdu près de 12%. Donc, forte turbulence sur le marché pétrolier et sur le marché des crypto-monnaies. Hein. C'est vraiment ce qui semble caractériser ces dernières heures. Alors, on passe sans plus tarder sur le compartiment des indices boursiers. On va commencer par le DAX allemand. Donc, vous voyez, finalement, on a eu cette intégration hein, du nuage. Donc, cette projection de soda fonctionne toujours. Pour l'heure, la Kijun journalière fait office de support. On est au-dessus de la Kijun journalière. Donc, c'est une grosse résistance. Normalement, si on est en dessous, lorsqu'on est au-dessus, c'est un support. Et il y a un indice qui est sous cette Kijun, et on va le voir, qui est sous sa Kijun journalière et sa Kijun H4. Donc des grosses résistances en vue. Le DAX est au-dessus de sa Kijun journalière et il est également pratiquement au-dessus, et il est au-dessus pardon, de sa Kijun H4. Vous voyez, les deux Kijun ici sont sur un seul et même graphique. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut s'attaquer à ce nuage, il faut le franchir. Et là, effectivement, on pourrait espérer envisager des hausses plus conséquentes. Et il y a également cette lagging span qui va devoir franchir ces obstacles-là et le nuage. Donc, pas mal d'obstacles, même si on est au-dessus de toutes les Kijun, ce n'est pas le cas de tous les indices, notamment le Nasdaq. Et ça a son importance. Pourquoi? Parce qu'on va prendre connaissance de la publication des résultats des valeurs technologiques. Et donc, le Nasdaq qui a échappé belle, hein, qui s'est redressé à la dernière minute, au moment où il sortait du nuage Ishimoku, on était bien loin de la validation. Vous voyez la lagging span qui, elle, a refusé de s'attaquer à ces obstacles-là. Cependant, elle a un gros obstacle, elle a cette résistance, les 14 100 points. C'est la Kijun en données journalières. Et ce n'est pas la seule résistance en vue. Parce que même en données H4, elle doit franchir sa Kijun. Donc tout est à faire pour le Nasdaq. Et après cela, il y aura ce nuage relativement épais. Donc vous voyez, à l'aube de la publication de résultats majeurs de valeurs technologiques, le Nasdaq est plutôt mal orienté. Qu'en est-il du S&P 500? Concernant sa Kijun journalière, ça va, c'est un support. On est relativement proche de la sortie de nuage qui est à 4455 points, donc cette SSB ici. Et en données H4, on fait face à cette Kijun.
Donc il faut la franchir et il faut traverser le nuage. Mais on remarquera la Kijun journalière qui fera office de support. Vous voyez ici, on a eu une fausse cassure avant de repasser au-dessus. Le Dow Jones est le mieux orienté, hein, comme d'habitude, avec une projection d'Osoda, un objectif à 36 574 points. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est sortir du nuage par le haut et donc s'affranchir des 34 500 points. On est bien loin de la Kijun journalière, hein, voyez-le, contrairement aux autres indices qui sont soit en dessous, soit en support dessus. En données H4, on a franchi également la Kijun et on s'attaque déjà au nuage H4. Oui, ce n'est pas le cas des autres indices. Voilà pour les indices boursiers, en passant plus tarder sur les crypto-monnaies. On commence comme d'habitude par le Bitcoin. Vous voyez le Bitcoin qui a failli sortir de son nuage par le bas. On a eu une mèche inférieure qui est allée chercher les 38 450 dollars avant de se redresser. Est-ce qu'on va sortir du nuage par le haut? Vous remarquerez que j'ai changé la figure chartiste, hein. Visiblement, c'est un canal haussier. On était sur un triangle, je vous le rappelle, précédemment. La borne supérieure était ici, et là, c'était notre borne inférieure. La configuration a changé depuis cette fausse cassure qui est allée chercher la moyenne mobile de 100. Visiblement, nous avons affaire à un canal haussier. Donc, vous pouvez le voir assez aisément. Ici, tout l'enjeu est de sortir du nuage par le haut et ensuite, je peux retirer cette borne supérieure à présent. Il faudra franchir la Kijun. Tout reste à faire encore une fois pour le Bitcoin avant la résistance de toutes les résistances, cette moyenne mobile à 200 périodes qui a renvoyé les cours à la baisse. Mais on va le voir, c'est très intéressant également sur l'Ethereum. Je vais vérifier si c'est le cas sur le Bitcoin parce que sur Ethereum, on est sur un support et ce support, c'est la moyenne mobile simple à 50 périodes. On va essayer de voir si c'est le cas ensemble. Je ne l'ai pas fait avant. Si la moyenne mobile 50 fait office de support également pour Bitcoin. Ce n'est pas le cas. C'est une résistance ici aussi. Donc, grosse résistance aussi à 42 100 dollars à franchir avant la Kijun. Donc, décidément, il y a beaucoup de résistance avant d'arriver à la moyenne mobile à 200 périodes. Très rapidement, vous voyez en H4, la résistance, hein, qui va faire obstacle toute cette séance, c'est notre nuage Ishimoku, hein, tout simplement. Vous voyez, en données H4, c'est ce qu'on est allé chercher, c'est ce qui retient l'éventuelle hausse. L'Ethereum, alors on l'a dit, concernant l'Ether, on a une moyenne mobile 50, hein, vous voyez ici, c'est notre support, lorsque c'est une résistance pour le Bitcoin. Donc ici, on est pris en étau entre la moyenne mobile 200 en résistance, la moyenne mobile 50 en support, c'est notre range. Si on casse la moyenne mobile 50, direction la borne inférieure du canal haussier, parce que nous avons également un canal haussier sur l'Ether, et donc retour à 2715 dollars environ. Seule une cassure des 3500 dollars nous permettrait d'envisager un test des 3700 pour aller chercher la borne supérieure du canal haussier. Donc on est pris en étau entre deux moyennes mobiles concernant l'Ether, la moyenne mobile de 100 et la moyenne mobile 50, quand pour le Bitcoin, ces deux moyennes mobiles font office de résistance. La plus proche est la moyenne mobile 50 bien entendu, et la suivante sera la moyenne mobile de 100. Concernant Cardano, on a une grosse résistance, on a du mal à intégrer le nuage, on est en train de le longer, donc on est pratiquement à l'équilibre, pas grand chose, hein, pour le moment. Il faut attendre une sortie du nuage par le haut, par le bas. La situation est similaire pour Polkadot, hein, vous voyez, on est en train de longer le bas de nuage et c'est vraiment une configuration technique très, très similaire, que ce soit pour Polkadot ou Cardano. Donc rien à signaler pour le moment, à moins que l'on ait donc un approfondissement des replis et donc une lag in span qui franchit cette barrière de chandelier japonais. Dans ce cas-là, effectivement, on pourra aller chercher les 0,7680 pour Cardano. Et pour Polkadot, ce serait un retour au 15,60 environ. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va voir le gold qui est allé chercher du bout de sa mèche supérieure, les 1998, voire 1999 dollars l'once avant de se replier. On revient aux 1975 dollars l'once. Hein. Cela fait plusieurs jours qu'on est aux alentours de ce niveau. D'un point de vue H4, hein, vous voyez cette tendance haussière qui se construit de manière plus ou moins stable depuis le décollage du nuage, depuis la validation de ce signal d'achat. Maintenant, il faut se hisser au-dessus des 2000 dollars l'once. Vous voyez ici, hein, on avait une projection d'Osoda V. Ici, on a atteint cette projection, on l'a surpassée et on revient en dessous. Ce fameux comportement que l'on note assez fréquemment avec les projections d'Osoda. On passe à présent
Sur le pétrole, alors on l'a dit, un marché pétrolier qui est plutôt compliqué dernièrement. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de données, notamment concernant la Chine et l'Inde. Il y a aussi ces craintes du côté de l'offre avec d'éventuelles nouvelles sanctions. Et en plus de cela, hein, je n'en ai pas parlé, je l'ai mis ici sur cette publication avant l'ouverture des marchés européens. Alors, il devrait y avoir de nouvelles restrictions à Tangsan, hein, vous voyez, ici, c'est un important centre de production d'acier en Chine, donc cela va avoir un impact sur l'acier, mais ces confinements généralisés en Chine impactent également la demande en provenance de Chine, et on a parlé justement de cette demande qui est en train de s'effriter en Chine, mais également en Inde, et cela ne devrait pas arranger les choses, ces confinements dans différentes régions en Chine, même si celui-ci aura principalement un impact sur l'acier. Alors, quelles sont les perspectives techniques? Bien entendu, on attend une sortie du nuage par le haut, donc si on casse les 111 ici, on peut s'attendre à un retour aux 115, voire aux 120 dollars le baril. Pour l'heure, on est dans le nuage d'un point de vue journalier, on y voit un peu plus clair d'un point de vue H4, et vous voyez ici, on avait eu un signal et on attendait la validation, donc la lagging span était ici, on attendait que la lagging span sorte par le haut du nuage, et c'est le cas à l'heure actuelle, donc cela semble confirmer les perspectives haussières. Mais parce qu'il y a un mais, prudence, ici il y a un énorme trou d'air et on pourrait assister à un repli de plus de 4% éventuellement pour aller chercher les 102 dollars le baril. Donc il faudra vraiment faire très attention à l'actualité, je pense que c'est ce qui va trancher. Parce que ici, malgré la validation du signal, il est assez risqué de se positionner pour le moment. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux peut-être attendre une cassure des 111. Ce niveau-là, on le comprend mieux en données journalières, hein, vous voyez, c'est ce palier de Kijun. Parce qu'effectivement, au vu de ce trou d'air et de la probabilité d'un repli, peut-être d'un retour à la moyenne pour aller chercher la Kijun, voire un retour au nuage, il faudra donc rester extrêmement méfiant malgré une validation de ce signal d'achat ici, qu'il y a eu validation. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu signal d'achat, vous voyez, le trou d'air a bel et bien agi. On s'est replié en direction du nuage et on est allé chercher la Tenkan avant de repartir de plus belle. Donc prudence pour l'heure sur le pétrole. Il est beaucoup plus sage d'attendre une cassure des 111. Alors, le gaz naturel, on l'a attendu pendant longtemps, hein, il l'a fait. Vous voyez, on avait une projection d'eau soda ici. On avait marqué cet objectif E à 7,436. Objectif qui est déjà surpassé. On est déjà bien loin des sommets d'octobre 2021. Et donc là, on pourrait aller chercher les 8,260. Hein. S'il y a de nouvelles sanctions, on poursuit. S'il n'y en a pas, en revanche, on peut s'attendre à un net repli. On est en train de surpasser une projection de soda, donc on pourrait revenir au 6, voire au seuil psychologique des 7. Mais sinon, s'il y a sanction, effectivement, vous voyez, hein, les objectifs sont là. On pourrait aller très très haut concernant le gaz naturel. Alors concernant le blé, toujours rien de nouveau. Hein, on attend une belle percée haussière, mais on y va tout doucement. Hein. Le blé, depuis la sortie de son nuage par le haut, validation du signal, une configuration en borderline, on a déjà nos 3 objectifs. Donc on attend sagement le premier objectif. Une fois que ça le casse, ce sera pour aller chercher le second et on aura un objectif intermédiaire ici sur le retracement de Fibonacci à 61,8%. On passe sans plus tarder sur le compartiment, sur le marché d'échange, un billet vert qu'on ne peut plus stopper visiblement. Hein. On est passé au-dessus des 100. La hausse s'est renforcée. Hein, vous voyez, le billet vert est vigoureux d'un point de vue hebdomadaire. On est à des niveaux qui datent du mois de mars 2020. On a effacé pratiquement tout le repli ici. On est en train d'effacer. Si on regarde avec les retracements de Fibonacci, vous voyez, on a pratiquement effacé 80% de cette baisse et on est en train de franchir le retracement de Fibo à 78,6%. Et souvenez-vous, hein, ici en hebdomadaire, on en parlait beaucoup de ce double creux lorsqu'il était en formation. On avait dit effectivement qu'une cassure de cette ligne de coup serait extrêmement haussière pour le billet vert qui a largement surpassé l'objectif théorique. Hein. C'est pour ça qu'on avait ce niveau-là ici, parce que c'était notre objectif théorique.
maintenant, on est en train de doubler pratiquement l'objectif théorique ici de ce double creux sur le billet vert. Et donc cette hausse, cette vigueur du billet vert que l'on peut constater également en données H4 vient peser sur l'euro-dollar qui est passé sous les 1,08. Donc là, vraiment, on est sur le point d'aller chercher des creux qui n'ont pas été revisités depuis 2020. Donc on peut éventuellement aller chercher les 1,06 60 ici si le billet vert continue de se renforcer. Et je vous rappelle encore une fois que pour envisager des perspectives haussières sur l'euro-dollar, de réelles perspectives haussières de long terme, il faut casser cette oblique baissière, il faut franchir le nuage, et ce n'est qu'au moment du second signal qu'on pourra se positionner avec certitude. Je parle de long terme bien entendu, à court terme, si on repasse au-dessus des 1,08, on peut envisager un retour vers les 1,0840, la Tenkan, et si on casse la Tenkan, on peut s'attendre à un retour en direction aux alentours des 1,0970. Mais pour l'heure, on est bien loin de ce scénario. Le billet vert reste extrêmement fort, et donc l'euro-dollar pourrait casser prochainement les 1,0750 pour, nous l'avons dit, aller chercher ce creux qui date du 19 mars aux alentours des 1,0640. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre temps et votre fidélité. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé et que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle semaine qui va se finir en beauté avec des publications en provenance d'Europe. On l'a dit, les PMI, flash en provenance de France et d'Allemagne, à 9h15 pour la France, 9h30 pour l'Allemagne. On aura également, comme nous l'avons dit, les publications des résultats en ce début de semaine, avec une semaine dernière qui a été marqué par la publication des grandes banques et institutions financières américaines. Et là, cette semaine, on attend Netflix et IBM aujourd'hui. J'allais dire mardi, mais nous ne sommes pas lundi, nous sommes mardi. Donc Netflix et IBM aujourd'hui, Tesla mercredi. Merci à toutes et à toutes. Très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.